Bienvenue à cette audience du tribunal pour les générations futures. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, le tribunal pour les générations futures est une juridiction populaire chargée de statuer sur les grandes questions de notre temps dans l'intérêt de nos descendants. L'affaire qui a été portée devant nous aujourd'hui est la suivante. Dans l'intérêt de nos descendants, des générations futures, faut-il encore inventer des matériaux ? Les faits qui ont conduit à la saisine de la Cour sont ainsi énoncés. En recherche comme ailleurs, on ne cesse d'entendre que l'avenir est au réemploi, à la circularité, au recyclage. Pourtant, la recherche en sciences des matériaux semble aujourd'hui faire peu de cas de cette injonction. Au contraire, elle n'a de cesse de repousser ses propres limites à travers l'invention de nouveaux alliages, de nouveaux composites, de nouveaux revêtements, de nouveaux procédés de fabrication, permettant de répondre à des applications toujours plus nombreuses, mais produisant des matériaux toujours plus spécifiques, toujours plus énergivores, toujours plus difficiles à désassembler. Cette course à la complexification high-tech est-elle fondamentalement nécessaire à la construction des infrastructures et des outils d'une société durable ? Ou est-il désormais temps que la science des matériaux renonce à l'attrait de la nouveauté pour se focaliser sur la sobriété ? En tant que juridiction populaire, les magistrats du tribunal pour les générations futures sont choisis dans la société civile. En charge de l'accusation, je le présente, il aura la lourde tâche de tenter de faire interdire pour toujours l'invention de nouveaux matériaux. Le procureur Gaël Parpan. Monsieur Parpan, bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Soyez le bienvenu parmi nous. Je vais vous demander de prêter serment. Monsieur le procureur, jurez-vous de faire fi aujourd'hui de vos opinions personnelles et de défendre avec entrain et professionnalisme la cause qui vous a été attribuée ? Levez une main, n'importe laquelle, dites je le jure. Je le jure, Monsieur le Président. Très bien. Face à lui, à la défense, elle devra argumenter que l'invention de nouveaux matériaux est essentielle à notre avenir. L'avocate Maître Pauline Stricot. Vous aussi, jurez-vous de laisser vos opinions personnelles au placard et de défendre votre client quoi qu'il en coûte ? Levez une main, n'importe laquelle, dites je le jure. Je le jure. Très bien. Quant à moi, je le jure également et je présiderai cette audience. La Cour étant au complet, nous allons passer à la désignation du jury. Notre jury sera composé des différentes parties prenantes de la recherche en sciences des matériaux. J'ai nommé les étudiants, les acteurs de la recherche et la société civile. Représentants de la recherche, 2 représentants du monde de la recherche. Le 512. Ah, bienvenue 512. Au premier rang, s'il vous plaît. Deuxième représentant ou représentante du monde de la recherche, le 683. Représentant ou représentante, il n'y en aura qu'un ou une, c'est comme ça, de la société civile. Déjà, c'est sympa d'être venu, la société civile, merci beaucoup. Le 803. Applaudissez-la. Et maintenant, 2 représentants du monde étudiant. Le 478. Allez, on n'est pas timide, le 478. C'est simplement le futur du monde qui est entre tes mains. 478, une fois.
On encourage le 478. Dernier représentant du monde étudiant, le 356. Vous vous étiez habillé pour l'occasion, 356, ça fait vraiment plaisir. Mesdames et messieurs les témoins, prenez place dans le box. Je précise que autant la cour, c'est pas une vraie cour, autant les témoins, c'est des vrais témoins. Voilà. J'appelle à la barre le premier expert convoqué par l'accusation, monsieur Jean-Pierre Rasquin. Veuillez s'il vous plaît lever une main et jurer de vous exprimer aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures. Je le jure. Merci, monsieur Rasquin. Il a levé le poing ? Oui, il a levé le poing. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction numéro 1 à l'écran. Merci beaucoup. Ce que nous voyons à l'écran, c'est un de téléphone portable pliable. Alors, l'électronique grand public, parfois, produit des objets d'une utilité douteuse. Monsieur Rasquin, accepteriez-vous de parler à notre jury de la responsabilité de votre secteur de recherche dans la mise sur le marché de ce genre d'objets? Je suis tout à fait prêt et j'ai vraiment envie de plaider coupable pour ce type de réalisation. Parce qu'il faut le savoir, les questions scientifiques sur lesquelles la plupart d'entre nous travaillons, malheureusement, ne sont pas le fruit d'une réflexion très intense, d'une prise de recul critique par rapport à notre domaine scientifique, mais on suit, de manière la plupart du temps, de manière très aveugle, les roadmaps, les fameuses roadmaps industrielles. Et donc oui, je plaide coupable pour le développement de technologies qui sont là pour nourrir un capitalisme vorace. Merci, Monsieur Rasquin, je n'aurais pas dit mieux. Bim. Professeur Rasquin, avez-vous été témoin d'une forme d'instrumentalisation de l'ego des chercheurs et des chercheuses? Et pourquoi on les pousserait à inventer de nouveaux matériaux comme ceux-ci pour de mauvaises raisons? Alors, une instrumentalisation de l'ego des chercheurs, c'est pas bien compliqué, il est en surface, facile d'aller chercher. Je prends le cas de la microélectronique. Je travaille dedans depuis maintenant une trentaine d'années et ça fait seulement 10 ans que j'ai commencé à comprendre. Réduire la taille des transistors par un facteur 2 tous les 18 mois. C'est ce que vous dites à des chercheurs. L'énoncé est facile, les solutions sont moins simples, mais chaque fois que vous arrivez à répondre à cette question, vous êtes dans le bon, vous arrivez à publier des articles scientifiques, vous êtes reconnu dans votre communauté et vous avez envie que d'une seule chose, c'est de continuer à publier, à recevoir des récompenses pour votre travail. Voilà, très facile comme mécanisme pour encourager les chercheurs à continuer à ne pas se poser de questions. Merci, c'est très illustratif. Dernière question qui n'a rien à voir. En ce qui concerne l'avenir des matériaux et des ressources naturelles, en général, on fonde énormément d'espoir sur le progrès en termes de recyclage, recyclabilité des matériaux. Mais en matière d'électronique, est-ce que selon vous, c'est le bon pari? Alors le recyclage est une solution parmi un panel de solutions à envisager pour la fin de vie de ces objets. À l'heure actuelle, dans les connaissances actuelles, ce n'est pas une solution efficace. On ne parle généralement que de ces recyclages où on essaye de récupérer les matériaux. Imaginez-vous que sur cette plaque de semi-conducteurs et puis sur ces circuits électroniques, on retrouve toujours autour de nous, on a plus de 70 éléments du tableau de Mendeleïev, du tableau périodique. Et donc, on a une soupe assez incroyable de matériaux dont il est techniquement impossible aujourd'hui de séparer l'ensemble de ceux-ci. Techniquement, par exemple, la société Umicore, pour ne pas faire de publicité, mais c'est des Belges, donc je me permets de le faire. Nous sommes en France. Donc Umicore avoue que techniquement, ils arrivent à en extraire 17
sur les 70 éléments. Donc c'est très peu efficace, et quand on commence à discuter avec eux, et c'est information publique, ils n'en extraient en réalité que 5. L'or, l'argent, le platine, le palladium et le cuivre. Et la raison est la suivante, c'est que au niveau du coût de ces matériaux, il est encore aujourd'hui beaucoup moins cher d'aller chercher ces matériaux dans les mines généralement situées dans le sud global que de vouloir recycler les matériaux. Donc non, ce n'est pas une bonne solution. Et moi, je plaiderais plutôt pour la réutilisation, pour aller vers une électronique beaucoup plus circulaire, pour essayer pas de récupérer les matériaux, mais récupérer les fonctions. On est des ingénieurs, on arrive à assembler ça, il serait quand même possible de désassembler, récupérer les composants. Et je vais vous donner maintenant peut-être un fait, c'est qu'à 90%, vous voyez, je fais des efforts, je voulais dire 90%. C'est comme le 70%. C'est très très clair. C'est comme le 70%, j'ai dit 70%. Donc là, je le fais exprès, j'aurais pu dire 85%. Ouais, bien sûr. Mais donc, 90% des composants électroniques sont encore fonctionnels à la fin d'une première vie d'un objet. Et qu'est-ce que Umicore fait? C'est broyer ceci en poussière pour essayer de récupérer des matériaux. Non, essayons de désassembler pour récupérer ces composants et de pouvoir leur donner plusieurs autres vies. Merci Monsieur Raskin, j'ai beaucoup apprécié votre témoignage. Avec plaisir. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur le procureur, Madame l'avocate. Eh bien, pour ma part, j'ai moins apprécié ce témoignage. Je trouve le témoin un petit peu trop hostile et je préférais donc attendre d'avoir des éléments de réponse des autres témoins avant d'interroger Monsieur Raskin, s'il vous plaît. Il l'avait vu venir parce qu'il est parti se rasseoir direct. La Cour appelle donc le premier témoin de la défense, Monsieur Olivier Delcourt. Monsieur Delcourt, à votre tour, jurez-vous de vous exprimer aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Avec les deux mains. Madame l'avocate. Vous travaillez dans un domaine où la pression pour la décarbonation est très forte, j'ai nommé l'aéronautique. Monsieur Delcourt, pouvez-vous donner au jury des exemples concrets du rôle des nouveaux matériaux pour la décarbonation de votre domaine? Les matériaux sont vraiment au cœur de la décarbonation, chez Safran et chez nos concurrents également, sachant qu'il y a deux axes importants que sont les augmentations de température des moteurs, c'est-à-dire que pour moins polluer, le rendement des moteurs passe par une augmentation de température. C'est assez basique pour les moteurs eux-mêmes, mais pour les matériaux, ça complique un petit peu l'équation. Donc beaucoup de travaux sur les matériaux base nickel qui font le cœur des moteurs, qu'il faut amener encore beaucoup plus haut en tenue au fluage, par exemple, en tenue à l'oxydation, tout en conservant la capacité à la sécurité des vols, qui est un incontournable dans le domaine aéronautique. Et puis le deuxième vecteur sur lequel on travaille énormément aussi, c'est l'allègement. C'est vrai dans l'automobile, c'est vrai dans tous les transports, puisque tout kilo embarqué, c'est de la consommation qui est parfois inutile, quoi. Donc c'est assez basique. D'où des développements importants sur les titanes, par exemple, les alliages légers, mais aussi les matériaux organiques, les composites à matrice organique qui prennent de plus en plus de place dans les avions. Donc pour vous, c'est d'autant plus crucial de devoir inventer des nouveaux matériaux. Et en plus, vous ne lésinez pas sur les moyens. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que ce genre d'outil peut servir ou est déjà utilisé actuellement pour inventer de nouveaux matériaux? Et qu'est-ce que cela présage pour le futur de la recherche? Alors, la réponse est 3 fois oui. On a une activité résolument forte dans ce domaine-là depuis 3 ans à peu près. Donc, on ne fait pas du chat GPT sur les matériaux. On ne rentre pas des trucs et puis on regarde ce qui sort. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Ceci étant, l'objectif, c'est de travailler sur de la fouille de données qui nous permettent de faire des liens entre des compositions chimiques théoriques et des caractéristiques espérées du matériau en sortie. Donc, par exemple, on a fait un exercice sur des aubes de turbines en base nickel où on a screené 3 millions de compositions théoriques pour, à la fin, dans le goulot, resserrer effectivement les critères pour arriver finalement à 3 matériaux qu'on a décidé de regarder. Donc ça, c'est extrêmement puissant, puisque les routines de calcul elles tournent très vite.
Par contre, l'enjeu derrière, c'est de pouvoir caractériser rapidement ces matériaux-là. Sinon, on perd tout le bénéfice effectivement du temps qu'on a gagné dans les phases de développement. Et puis, deuxième élément, l'IA, c'est aussi l'IA appliquée aux procédés de mise en œuvre, c'est-à-dire les machines, c'est-à-dire de connecter de plus en plus les machines, d'essayer d'établir des liens entre les différents paramètres et de gagner énormément en optimisation des procédés. Donc ces deux aspects-là, aujourd'hui, sont résolument déployés chez nous, hein, dans tous nos développements Safran-Tech, clairement. Merci, monsieur. J'en ai fini avec ce vous avez témoin, merci. terminé Oui, tout à fait. Excellent. Bonjour, monsieur Delcourt. Bonjour. Mais là, ça va être moins drôle, a priori. Pardonnez-moi par avance, je risque d'être un peu incisif. Je m'explique. Je vous ai entendu, je trouve ça édifiant, et quelque chose me chiffonne. Ça s'appelle l'effet rebond. Vous connaissez ? Oui, un petit peu, oui. Vos gains de performance sur vos moteurs pourraient être annulés par une croissance du trafic aérien. Alors, est-ce que cela ne serait pas contre-productif de travailler sur des gains de performance sur vos matériaux ? Pas du tout. Enfin, Ça a le mérite d'être clair. Pas du tout. Ok. Le trafic aérien est censé avoir une croissance très forte dans les 10 ans qui viennent. Les prévisions parlent d'un facteur 2 hein, du trafic aérien dans les 10 ans. Derrière cette augmentation de trafic, l'aviation s'est engagée à atteindre l'équilibre carbone en 2050. Donc c'est très exigeant. Hein, par plein d'artifices, en tout cas de technologies. Et pour atteindre donc cette neutralité carbone en 2050, eh bien, il y a des actions sur les moteurs actuels, il y a des questions d'électrification. On va électrifier, par exemple, les trains d'atterrissage pour qu'ils roulent sans moteur sur les aéroports. On va hybrider les moteurs, un petit peu comme sur les voitures. Hein. Et puis, donc, dernier élément, c'est les carburants, les SAF, hein, les carburants qui sont issus d'autre chose que la filière du pétrole, qui nous conduiront, en tout cas, qui nous tendront vers cet équilibre carbone en 2050. Donc, en conclusion, le trafic va augmenter et en même temps, il faut absolument qu'on trouve des technologies pour effectivement atteindre cette neutralité carbone en 2050. C'est ça l'équation, il n'y en a pas d'autre. Monsieur le procureur. D'accord, entendu. Nos jurés verront au niveau du verdict. Je demande maintenant la pièce à conviction numéro 2. À l'écran, vous voyez un rapport du Shift Project sur pouvoir voler en 2050, quelle aviation dans un monde contraint. Et je l'ai lu. Il présente les leviers de décarbonation du secteur aérien. Selon vous, combien de fois on retrouve le mot matériaux dans ces 130 pages de rapport tout de même ? Un certain nombre de fois, c'est clair. Apparemment pas, 8 fois. Voilà. Alors, cela reflète peut-être que la science des matériaux se trompe d'objectif dans la décarbonation et qu'elle devrait peut-être plutôt travailler à la recyclabilité, à la réparabilité et la réutilisation de ses composants. Là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. Ah, merci. Mais je vais argumenter. C'est-à-dire que développer des nouveaux matériaux ne se fait pas sans prendre en compte effectivement la capacité derrière à recycler. On a parlé tout à l'heure de conception numérique d'alliage, de choses comme ça. On peut, dès la conception, anticiper ces choses-là. Ensuite, il y a la question du recyclage en tant que tel, une fois qu'on a des pièces. Alors, chez nous, c'est beaucoup les copeaux, parce que dans l'aéronautique, on aime bien usiner. Les copeaux, ça se recycle d'ores et déjà. Et le combat d'après, c'est s'occuper des pièces fin de vie, puisqu'il faut remettre ces pièces dans le circuit. Et dernier élément, la réparation. Ça, c'est un élément clé. On s'y attaque et par exemple notre plus grosse usine chez Safran Aircraft Engine qui fait de la réparation, qui est située à Châtellerault, va faire x5 d'ici 2035 en volumétrie de choses à réparer. Donc ça veut dire, c'est lié à l'augmentation du trafic, mais c'est aussi surtout lié au fait qu'on va chercher à beaucoup plus réparer les pièces pour les remettre effectivement prolonger leur durée de vie. Donc c'est extrêmement important de travailler sur tous ces domaines-là en même temps, en effet.
vous remercie, Monsieur Delcourt. Vous m'avez Je vous en donné un prie. peu de fil à retordre. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Vous pouvez vous rasseoir, monsieur le procureur. Je vous remercie, monsieur Delcourt. La Cour vous remercie. On peut applaudir le témoin numéro 2. Et accueillir à la barre notre troisième témoin, le deuxième témoin de la défense, Madame Louisette Priester. Madame Priester, jurez-vous de vous exprimer aujourd'hui dans l'intérêt des générations futures? Je le jure. Merci, Madame Priester. Madame l'avocate. Merci, Monsieur le Président. Comme mon collègue procureur, j'ai fait un petit peu de lecture avant de venir. Mais moi, j'ai eu la décence de ramener un livre du témoin. Est-ce qu'on peut avoir en régie la couverture, s'il vous plaît? Voilà. Madame Priester, vous avez publié un ouvrage sobrement intitulé « Les matériaux ». A priori, il en est question un petit peu plus que 8 fois. D'ailleurs, mon collègue, tenez, je vous recommande cette lecture. Est-ce qu'on peut cesser de m'attaquer, s'il vous plaît? Elle vous recommande de la lecture. Techniquement, c'est pas une attaque. Alors, ça vous fera le J'ai plus pas fait grand de pub, bien. hein. Madame Priester, dans votre livre, vous parlez de la relation quasi fusionnelle entre les matériaux et l'espèce humaine. Pouvez-vous nous raconter comment la découverte de nouveaux matériaux a accompagné l'histoire de l'humanité? Oui, toute l'histoire de l'humanité, ça va être très difficile. Mais enfin, je vais remonter à la préhistoire, si vous permettez, pour dire que les matériaux, au départ, c'était ce qu'on rencontrait. On se baissait, on ramassait, on cueillait, on fouillait le sol, etc. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les polymères naturels, le bois, l'os, les peaux. Et ces matériaux, en fait, ont des propriétés extraordinaires qu'on va remplacer dans le futur, je fais un bond, par des polymères synthétiques. Et tout le monde sait ce qu'il y a derrière polymères synthétiques, il y a le plastique. Et le plastique, qui a été le matériau miracle du XXe siècle, est maintenant fortement décrié. Malheureusement, malgré la connaissance qu'on a des méfaits, ce fameux 6e continent, eh bien, il me semble absolument très difficile de se passer du plastique. Alors, pour en revenir à la préhistoire, après les polymères, l'homme pouvait utiliser les métaux. Malheureusement, il y avait très peu de métal natif à l'époque, l'or, un peu le cuivre. Il a fallu attendre la maîtrise du feu pour pouvoir travailler le minerai et extraire le métal, ce qui a été le cas du cuivre. Tout ce qui concerne les activités humaines était à base de cuivre. Et puis l'homme s'est rendu compte que le cuivre, enfin il s'en rendait compte, mais il n'avait pas de solution, était mou. Alors il a eu l'idée géniale d'ajouter de l'étain pour obtenir du bronze. À partir de cette époque, le bronze a remplacé dans toutes les activités le cuivre. Et puis arrive le fer. Pareil, le fer est mou. L'histoire de La Fontaine, le pot de fer et le pot de terre, c'est pas du tout vrai. Le pot de fer n'est pas du tout dur, il est mou. Alors pour renforcer le fer, on met du carbone, on obtient l'acier, mais l'acier est oxydable, alors on ajoute du chrome, du nickel, on obtient l'acier inoxydable, et c'est une merveille. On peut construire un magnifique ensemble architectural comme le viaduc de Millau. Bref, c'est un progrès considérable dans l'histoire des matériaux. Je passe les métaux pour en arriver au deuxième type de matériaux qui sont les matériaux minéraux, c'est-à-dire les céramiques. Alors les céramiques, au départ, c'est partout. Les roches, la terre, ce sont des céramiques. On utilise celles qu'on a à portée de main, c'est-à-dire les argiles, et on forme des petites sculptures, on forme des matériaux pour l'alimentation, etc. Puis on découvre que les céramiques dures, les oxydes, les carbures, les nitrures, ont des propriétés extraordinaires, et on arrive aux céramiques techniques pour des propriétés fonctionnelles dans la thermie, dans l'électricité, et puis aussi des céramiques dites structurales, parce que la céramique étant très dure, résiste au choc, résiste au frottement. On l'utilise par exemple dans les gilets pare-balles. On l'utilise quand elle est biocompatible pour les prothèses. Tout le monde connaît les prothèses en alumine ou en zircone. Voici donc des progrès des matériaux. Les matériaux sont utiles, c'est certain. Ils accompagnent l'homme dans toutes leurs activités. Le dernier type de matériaux dont je voudrais parler, donc je reviens aux polymères, on peut les ajouter
aux matériaux précédents pour former ce qu'on appelle des composites. Ça, c'est la tendance de tous les matériaux actuels. On compense les défauts de l'un en profitant des propriétés de l'autre. Bon, voilà. Alors, autrement, les matériaux du futur, vous avez tous entendu parler, les nanomatériaux, les terres rares, les matériaux bio-inspirés. Alors, parmi les matériaux du futur, hélas, il y en a deux, les matériaux, les nanos et les terres rares, qui posent d'énormes problèmes du point de vue environnemental et du point de vue géopolitique. Et enfin, les derniers des matériaux qui est dans la perspective du futur aussi et qui tient compte justement des progrès de l'intelligence artificielle, ce sont les matériaux structurés. Les matériaux qui non seulement tiennent compte de la qualité du matériau lui-même, mais de l'organisation du matériau. C'est-à-dire que la géométrie avec laquelle on va utiliser ces matériaux dans une pièce va prendre le pas sur la nature elle-même pour former un produit qui va répondre au cahier des charges. Voilà, c'est une histoire très, très succincte des matériaux. Merci beaucoup pour ce commentaire. Ai-je le temps pour une question ? Non, madame l'avocate. Votre bien, temps est tant pis. malheureusement écoulé. Merci beaucoup, Madame Priester. Madame Priester, il faut rester à la barre. Bah oui. Vous pouvez pas faire ce coup-là au procureur, le pauvre. Il Décidément. pose des questions. Bonjour Madame Priester. Bonjour. Je vais essayer de recentrer un petit peu les débats sur notre question. Tout d'abord, une première question. Comme nous l'avons précédemment évoqué avec Monsieur Delcourt, nous commençons à utiliser des intelligences artificielles pour simuler la création de nouveaux matériaux. Ça me paraît personnellement un peu contre nature. Alors, est-ce que selon vous, il y a des risques associés à cette pratique ? Alors, je viens de vous parler de la démarche ascendante, qui était celle qui a prévalu jusque pratiquement à nos jours. Je pense qu'elle va perdurer. Alors, je pense qu'elle sera toujours d'actualité, mais je ne suis pas contre la démarche qui part du haut, qui est la démarche descendante dans top-down, parce que, en tout cas, pour la fabrication des matériaux, des produits, je pense que le fait d'avoir récolté des données, d'avoir stocké ces données, on doit pouvoir fabriquer les matériaux avec des coûts avantageux, une rapidité de fabrication. On peut aussi peut-être modéliser, on peut trier les matériaux. Tout ça, je pense qu'on peut le faire avec l'intelligence artificielle. Maintenant, moi, les craintes, c'est pas sur ce plan-là que j'ai les ai sur le plan de l'éthique du chercheur. Que va devenir le chercheur en sciences des matériaux ? Parce que est-ce que c'est toujours de la science des matériaux ? Est-ce que c'est de l'engineering ? Et puis deuxième critique, c'est la perte d'emploi. Si tout est réglé, j'ai peur qu'il y ait moins de chercheurs. Il y a déjà beaucoup de demandes de chercheurs. J'ai peur qu'il y ait moins de techniciens, etc. Voilà, ma démarche, ma crainte, elle est plus sociale que disons, scientifique. Je vais à présent demander la pièce à conviction numéro 5. Reconnaissez-vous cette fibre, Madame Priester ? C'est de l'amiante. C'est de là ? De l'amiante. Ah oui, l'amiante. Voilà, donc Oui. Lorsqu'elle a été découverte, on a cru à un isolant révolutionnaire. Et aujourd'hui, elle cause encore des milliers de morts, rien qu'en France, chaque année. Alors, dans un contexte où nous recherchons de nouveaux isolants, notamment pour faire des économies d'énergie, comment éviter ce genre de situation ? C'est très, très difficile. C'est vraiment... On est là dans une contradiction totale parce qu'on a parlé du cuivre. Le cuivre revient actuellement... le cuivre devient le matériau le plus important pour la transition écologique, puisque dans chaque voiture électrique, il y a de 80 à 100 kilos de cuivre. Il y en avait 20 seulement dans les voitures thermiques. Or, comment se fait l'extraction du cuivre ? Avec production de boue extrêmement toxique, avec consommation d'eau. La consommation d'eau, je ne me souviens plus pas, mais c'est l'équivalent d'une ville moyenne pour fabriquer. Donc, vous voyez la contradiction dans laquelle on est. Je trouve que la transition écologique qu'on veut, qui est voulue et qui est bonne dans un certain sens, elle est consommatrice de matériaux et de travail humain qui pose vraiment une grande contradiction à mon point de vue. Merci pour votre propos, Madame Priester. J'en ai terminé également. Merci, Monsieur le procureur. Et merci beaucoup, Madame Priester. On va donc
passer à l'audition du dernier témoin, deuxième témoin de l'accusation. Je vous demande d'accueillir à la barre Madame Catherine Dufour. Madame Dufour, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lever une de vos mains et jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures, vous aussi? Je le jure. Elle le jure. Elle le jure du bout des lèvres, mais elle le jure. Monsieur le procureur, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour. J'aimerais qu'on affiche à l'écran la pièce à conviction suivante, s'il vous plaît. Madame Dufour, savez-vous ce que c'est? De la kryptonite. Ah, très bien. Merci beaucoup. Donc, c'est un des matériaux très connus de la science-fiction. Est-ce qu'il y a d'autres matériaux célèbres dans la science-fiction? Alors, je pense que la kryptonite, c'est le matériau de science-fiction le plus célèbre. Alors, c'est pas le seul, loin de là, hein. Alors, un des premiers, c'est peut-être la cavorite qui a été inventée par H.G. Wells en 1901. C'est un matériau qui a la caractéristique de supprimer la gravité. Il agit comme un écran à la pesanteur, à la manière d'une cage de Faraday pour les ondes électromagnétiques. Si vous posez la question, c'est impossible, mais on ne rentrera pas dans les détails. Donc la cavorite est utilisée pour doubler, par exemple, les fondations d'un immeuble, lequel se met à voler. Donc il y a la cavorite, il y a la kryptonite, on peut signer tous les matériaux des blockbusters comme l'adamantium des X-Men, le métal dont est fait le squelette de Wolverine, le vibranium, le métal qui constitue le bouclier de Captain America. Parce qu'en fait, rares sont les œuvres de science-fiction qui fonctionnent en world building, qui n'ont pas besoin d'inventer un matériau pour résoudre les impasses logiques de sa construction. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, si l'accusation a voulu recueillir votre témoignage, c'est parce que, vous le conviendrez, la science-fiction n'est pas neutre, elle dit beaucoup de nos imaginaires, nos fantasmes, et de ce qui nous préoccupe au quotidien. Alors, tous ces matériaux miracles, que veulent-ils dire de nous ? Alors, au-delà des exigences scénaristiques, les matériaux miracles, ils évoquent deux choses. Un, le désir qui est sous-jacent à peu près toutes les œuvres de l'esprit de réaliser des fantasmes communs à toute l'humanité depuis la nuit des temps. Donc on appelle ça des mythes. La cavorite, par exemple, c'est le mythe d'Icare. L'un des principaux rêves humains, c'est le deuxième par ordre d'importance, c'est de voler. Si vous demandez à quelqu'un, décris-moi ta ville rêvée dans le futur, la première chose qu'il ou elle évoquera, ce sont des voitures volantes ou des trottinettes volantes, ce que vous voulez, mais il faut voler. L'un des grands fantasmes actuels dans la Silicon Valley et au-delà, c'est bien de voler jusqu'à Mars, ou si on est chinois, de voler jusqu'à la Lune pour miner de l'hélium 3. L'autre mythe principal, si vous posez la question, le premier en ordre d'importance, c'est l'immortalité. Actuellement, on dit transhumanisme, mais c'est la même chose. Là, c'est le mythe de la fontaine de Jouvence. Bon, la deuxième chose que ces matériaux miracles disent de nous, c'est qu'on est attiré par le technosolutionnisme. Alors, on rêve de nouveaux matériaux qui ne polluent pas, ni lors de la fabrication, ni lors de leur utilisation, ni lors de leur dégradation. Pourquoi ? Pour pas changer nos habitudes d'être au monde. En fait, les promesses technologiques peuvent permettre aux gens qui le veulent de se dispenser d'agir eux-mêmes et sur leurs habitudes. Merci Madame Dufour. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ? Une question très rapide. Très rapidement, d'accord. Alors Madame Dufour, je crois que vous êtes allée visiter des lieux où on tentait de réduire nos besoins au minimum. Est-ce qu'on a besoin de matériaux très performants dans ce type de lieu où on pourrait vivre dignement ? Alors moi, je suis allée à Tarnac, dans la ZAD de Julien Coupat, celle du comité invisible, avec Alain Damasio. Alors, comité invisible, enfin, il y avait un scandale, mais je pense que vous étiez à peine nés. Enfin bon, c'était il y a 10-15 ans. Oui, ils étaient nés, je pense, il y a 10-15 ans. Hein. Quand on vieillit, on se rend plus Ils sont compte. loin, là, mais quand même. Entre 20 et 40 ans, je ne sais plus la différence maintenant. Alors en fait, de gauchistes féroces, j'ai trouvé des agriculteurs paisibles qui bâtissent eux-mêmes leurs maisons, qui luttent contre les ravages des rats-aux-pieds et qui courent après leurs ânes. Alors tout se passe très bien. Tous les travaux sont faits de façon communautaire, jusqu'à la vaisselle, jusqu'à la régulation des conflits. Tout est bâti en sobriété. Il n'y a pas de souci pour les toits et les laites sèches ou les engrais naturels. Il y a quand même que 2-3 points sur lesquels le modèle technorésistant achoppe. D'abord, c'est des geeks. Ils restent en lien les uns et les autres grâce à Internet. Tout le monde sait que c'est une activité qui n'est pas neutre écologiquement. Puis il y a la santé, parce qu'on ne peut pas s'improviser dentiste, on ne peut pas fabriquer ses antibiotiques soi-même, et on ne peut pas fabriquer ses propres verres de lunettes soi-même. Et enfin, au quotidien, il y a la crasse. Parce que l'être humain est fragile, il n'a pas de plumes, il n'a pas de poils. Donc il faut qu'il ait des vêtements. Et en plus, l'être humain, il est sale, il sue.
Il faut qu'il se change, sinon après il a des maladies de peau. Donc il faut qu'il change de vêtements, il faut qu'il dorme dans des draps, il faut laver les vêtements, il faut laver les draps, il faut même laver le linge avec lequel on se lave, quoi, les serviettes. Et alors la lessive, c'est un enfer écologique. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais si vous faites ça au battoir, c'est 2 heures par jour minimum à genoux, les 2 pieds dans l'eau glacée, les 2 mains dans l'eau glacée, et après il y a le séchage. Et là, vous tuez votre cours d'eau. Ou alors il vous faut une machine lavante séchante. Donc si vous voulez une complète performance écologique, la première chose à inventer, c'est un textile auto-nettoyant. Et en fait, l'éthique du renoncement, c'est carrément renoncer à une certaine espérance de vie en bonne santé. Et ça, c'est un peu plus touchy que de renoncer à acheter un SUV. C'est dommage, monsieur le procureur, vous y étiez presque jusqu'à cette dernière question. Il était presque. Madame Dufour, de toute évidence, mon collègue procureur se sert de vous pour faire la psychanalyse de ses propres angoisses. Monsieur le Président, il faut cesser tout ça par contre. Hein. Attention, madame l'avocate. D'accord, très bien. Plutôt qu'un désir de supposée sobriété, est-ce qu'on ne peut pas plutôt lire dans les œuvres de science-fiction quelque chose de plus simple ? Une perte de confiance, non pas dans la science elle-même, mais dans la façon dont elle est gouvernée. Alors oui, on est clairement dépassé par notre propre science. Moi, dans les années 90, quand j'imaginais un jeu vidéo en réalité virtuelle directement branché sur nos données personnelles et nos données de santé, j'avais 15 ans d'avance. Je me suis mise à avoir 10 ans d'avance, plus 5 ans. Aujourd'hui, dès que j'ai une idée novatrice, je tape ça sur Perplexity et je constate que ça existe déjà depuis 6 mois ou 2 ans. Donc je me suis dit que c'est parce que maintenant j'étais vieille. J'en ai parlé à mon groupe d'auteurs et autrices de science-fiction qui sont bien plus jeunes que moi. Et là, Léo Henry m'a dit « Ah, toi aussi tu réalises que la science-fiction s'est pris le mur du réel dans la face ?» C'est-à-dire qu'en fait, la science-fiction, c'est une littérature d'habituation au progrès technique et technologique. Et elle commence à avoir du mal à aller aussi vite que les progrès scientifiques. Et donc du coup, ça peut créer une défiance, c'est une inquiétude devant des avancées qui sont ordonnées par des entités de recherche auxquelles le citoyen et la citoyenne comprennent souvent pas grand-chose et que plus aucune littérature ou œuvre de l'esprit en général ne met à leur portée. Et donc, ils en viennent à s'en méfier faute de comprendre. Bon, alors de toute façon, il y a toujours eu de la méfiance envers le progrès. Ça depuis le Frankenstein de Marie Shelley, donc là on est en 1816. La science-fiction regorge de savants fous et le réel regorge aussi de savants fous. Je veux dire, quand Lise Meitner a constaté qu'en bombardant un atome d'uranium, au lieu d'obtenir un plus gros atome, on obtenait un atome qui se fissurait, beaucoup d'énergie. Je veux dire, elle était juive allemande en Allemagne en 1938. Est-ce que c'était intelligent de publier ça dans Nature ? Voilà. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est tombé dans l'oreille de la totalité des chefs d'état-major existants. Bon, donc effectivement, il y a pose une question de l'éthique et de la responsabilité des scientifiques, ça c'est certain. Mais en fait, le souci n'est probablement pas scientifique. Ça, c'est Jean Rostand qui disait en 1950 « On libérera l'énergie de l'atome, on voyagera dans les astres, on guérira la tuberculose, mais on ne trouvera pas le secret de se faire gouverner par de moins indignes. » Le souci, il est politique. Et si trouver une martingale démocratique qui ne finisse pas régulièrement dans les mains de cinglés, ça serait une avancée technique remarquable. Monsieur le Président, est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ? Oui. Merci bien. Je demanderai la pièce à conviction suivante, s'il vous plaît. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Madame Dufour ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Alors là, ce sont les 3 lois de la robotique établies par Isaac Asimov. Alors là, c'est à 52, 53 peut-être. Voilà. À quoi pourrait ressembler l'équivalent de ces 3 lois appliquées à l'invention de nouveaux matériaux ? Alors, la loi 1, c'est tu ne fabriqueras pas des matériaux qui peuvent nuire à la vie. Alors ça, c'est totalement raté. Je pense au plastique, dont l'affreuse réputation n'est plus à faire, dont Madame nous a parlé brillamment, à l'artificialisation des sols par le béton, etc. Tout matériau a son revers, c'est sûr. Donc la loi 1, ça serait peut-être « tu ne porteras pas atteinte à l'écosystème by design ». La loi 2, obéir. Okay. Donc pour un matériau, c'est tout simplement remplir sa fonction. Alors il n'y a pas de souci sur ce point-là. Voilà, les experts en matériaux sont très très bons, sauf erreur. Le problème, c'est qu'il y a toujours des erreurs et j'ai appris que ça s'appelle des effets rebonds. Vous savez pas ?
Donc en gros, un matériau se dégrade toujours. Donc là, effectivement, c'est ce qu'a dit mon collègue, il faudrait considérer un matériau dans le temps, donc une sorte d'appréhension spatio-temporelle du matériau. Donc loi 2, tu seras recyclable grand large. Et la loi 3, l'autoprotection, là je crois que ce n'est pas du tout le cas d'un matériau, il n'a pas de confiance réflexive, il n'a pas de modalité d'action. Donc je pense que les 2 premières lois peuvent suffire. Merci beaucoup pour votre réponse, Madame Dufour. Merci à vous. Merci Madame Dufour. Madame l'avocate, si vous voulez interroger Monsieur Raskin, c'est maintenant ou jamais là. Hein. Eh bien oui, je voudrais bien interroger Monsieur Raskin. Si Très bien. Monsieur Raskin, je vous redemande pas de jurer quoi que ce soit. C'est très bien pour On moi. va quand même profiter un petit peu de la musique et de la majesté de ce moment. Voilà. Allez-y, Madame l'avocate. Monsieur Raskin, avant de vous interroger, j'aimerais vous confronter au témoignage d'un confrère, Monsieur Florian Fizen, qui est économiste spécialisé dans les ressources de la transition environnementale. Alors, est-ce que l'implication des citoyens dans la recherche scientifique, c'est un levier qui est important ou non? Alors, c'est une question très intéressante. Alors, il se trouve que ça joue un rôle justement dans mes travaux de recherche actuels. Il faut revenir un petit peu sur le rôle de la science. La science, elle a pour objectif de décrire des phénomènes, donc d'établir des faits. Si je prends les préoccupations des Français, le pouvoir d'achat, la préservation de l'environnement, etc., etc. Donc, on a la sécurité, on a plein d'objectifs qui peuvent être dans le tableau de bord finalement des gouvernements. Hein, et on souhaiterait pouvoir remplir tous les objectifs en même temps. La science n'est pas capable de vous dire il faut plutôt poursuivre tel type d'objectif ou tel type d'objectif. Le scientifique, lui, il peut vous dire tel moyen est plus efficace pour atteindre tel type d'objectif. Mais par contre, il ne peut pas vous permettre d'établir une hiérarchie entre les objectifs. Mais les scientifiques, que ce soit des sciences dures ou des économistes, ne sont pas là pour vous dire vaut mieux faire de la croissance éco que préserver l'environnement. Il n'y a que le citoyen qui est capable de donner cette priorisation entre les deux. Monsieur Raskin, ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ça vous parle? Vous souscrivez? Je souscris totalement. Je suis tout à fait d'accord avec cette intervention de dire qu'il est super important d'avoir une implication des citoyens dans la définition des technologies et du monde plus désirable de demain. Et je voudrais remercier d'ailleurs la constitution de cette cour, de ce tribunal, pour pouvoir justement débattre de ces choix technologiques. Pas de flatterie, Monsieur Raskin. D'accord, Monsieur le Président. Désolé. Je m'égare. Je pense que les différents témoins l'ont déjà bien mentionné. La technologie, et là je pense qu'on est tous les 4 d'accord là-dessus, la technologie n'est pas neutre, a des impacts. Généralement, le grand public, comme je le disais, n'est pas invité à ce débat, est en dehors de ces débats. La science est présentée la plupart du temps par rapport aux citoyens comme étant la vérité, comme étant quelque chose d'effet. Or, il est important de le ressouligner ici, la science, elle fonctionne par essai-erreur, par tâtonnement. Elle est dans l'inconnu, elle évolue. Quand je parle ici, elle est en train de se construire, cette science. Donc oui, je suis pour une participation des citoyens à la définition du monde plus désirable pour demain et que les scientifiques soient là pour accompagner ces mondes désirables définis, mis en place ensemble avec la communauté. Merci pour cette réponse. Tout à l'heure, on parlait de vos prouesses en microélectronique. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail du TrapRich SEO? Nous raconter de votre vie, comment ça s'est passé? Quelle belle occasion. Donc, effectivement, donc je tiens ici... C'est vraiment le jubilé de Monsieur Raskin. Là. Donc là, ici, j'ai un substrat semi-conducteur qui est un substrat SOI, silicium sur-isolant. Voilà. C'est un nouveau matériau qui est utilisé aujourd'hui dans tous les objets communicants, donc dans vos poches. Si vous avez un GSM, eh ben, dans ce GSM, il y a ce matériau qui a été développé au sein de mon équipe de recherche il y a maintenant bientôt une vingtaine d'années. Donc ce matériau, il a été inventé parce qu'un industriel est venu un jour au laboratoire me poser une question et me demandant pourquoi nos clients se plaignent qu'ils n'arrivent pas à réaliser des circuits électroniques dans le domaine des hautes fréquences
avec un substrat de silicium. Et puis, voilà, la question a été posée, on a réfléchi avec l'équipe, et on est venu avec une compréhension de ce phénomène, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai expliqué un petit peu comment il fallait résoudre ce problème. Et donc, nous avons proposé une solution. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est un succès commercial. Cette technologie permet, entre autres, l'existence de gadgets que vous critiquiez tout à l'heure. Pour autant, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Eh bien oui, malheureusement, oui et oui et oui. Je me lancerai encore corps et âme à ces développements scientifiques. Mais j'espère que je le ferai dans un futur avec plus de conscience, plus de vigilance. Merci beaucoup, Monsieur Raskin. J'en ai fini avec le témoin. Merci, Monsieur Raskin. Vous pouvez vous rasseoir. Très bien. Nous en avons fini avec l'interrogatoire de nos 4 témoins. J'espère dans le jury que vous avez été attentifs et j'espère qu'il vous reste un petit peu d'attention parce que le moment est venu d'entendre les conclusions de nos magistrats. C'est leur dernière chance de vous convaincre. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour votre réquisitoire. Merci, Monsieur le Président. Je suis pleinement conscient qu'aujourd'hui, face à tous ces scientifiques expérimentés et en devenir, j'ai le mauvais rôle. Celui du rabat-joie, en quelque sorte. On pourrait donc assez rapidement me catégoriser comme ennemi du progrès, ou Amish, comme dirait l'autre. Mais ce raisonnement me semble tout à fait exagéré. Je souhaite simplement que l'on arrête d'inventer de nouveaux matériaux. Je ne souhaite en aucun cas que nos scientifiques mettent la clé sous la porte du laboratoire. En revanche, il est temps de reprendre le contrôle sur cette notion de progrès qui, à mon humble avis, a été confisquée par une bande d'excités de la pipette, obsédés par l'accumulation et par leur ego. En effet, le progrès n'est pas synonyme de faire plus. Le progrès doit être synonyme de faire mieux au regard des enjeux de notre temps. Aujourd'hui, devant notre audience, je ne vais sûrement pas vous faire le coup du principe de précaution. On l'a essayé autant de fois que le nombre d'Avogadro, pour un résultat proche du zéro absolu. Vous avez la blague, j'espère. Je ne vais pas non plus vous démontrer par une analyse bénéfice-risque très rigoureuse que nous fonçons droit dans le mur avec le pied au plancher, sans casque et sans pare-choc. Celle-là aussi, on vous l'a déjà faite. Je vais tenter, au contraire, de vous donner un aperçu de ce que pourrait être une société qui, au regard des enjeux contemporains, s'affranchit de l'invention de nouveaux matériaux. Si nous prenions cette décision, faudrait-il s'inquiéter pour la liberté académique? Je ne le crois personnellement pas. D'abord parce que cette liberté n'existe que parce qu'elle est encadrée. Nous pouvons tout à fait interdire le clonage reproductif humain, par exemple. Ensuite, parce que cette liberté académique, entre nous, elle dépend surtout de la manière dont la recherche est financée. Mais bon, cela n'est pas le sujet du jour. Alors, passerions-nous à côté d'inventions indispensables à la réussite de la transition écologique de nos sociétés? Je viens de terminer l'intégrale des rapports du GIEC et des rapports de l'Agence internationale de l'énergie. Déjà une belle performance en soi, mais il semblerait que la grande majorité des outils technologiques, économiques et politiques soient déjà à notre disposition. À ce stade, la défense me rétorquerait que l'humanité a toujours inventé de nouveaux matériaux, que globalement c'est la marche du monde. À ce compte-là, nous avons toujours fait la guerre, nous avons toujours dénigré les femmes, nous avons toujours été de mauvaise foi. Je sais aussi faire mon autocritique, mais cela ne dénature pas mon message. Rassurez-vous, les matériaux sont et resteront nos compagnons de toujours, même si nous décidons d'arrêter d'en inventer. Le plus grand risque, à mon sens, c'est que cette décision d'arrêter d'inventer des matériaux conduise nos scientifiques à se résigner. Ce serait une terrible erreur. Il n'y a rien de plus excitant que la perspective de pouvoir construire une toute nouvelle recherche qui émergerait de cette sage décision. Alors, chers jurés, imaginons
Un monde dans lequel nous n'aurions plus besoin d'inventer à toute vitesse des débouchés plus inutiles les uns que les autres à nos nouveaux matériaux. Nous pourrions mettre toute notre énergie et nos financements à la maîtrise des matériaux existants, à la diffusion de ces savoir-faire, à une réappropriation et une répartition plus juste de ces matériaux pour les consommateurs. Imaginons un monde dans lequel la recherche travaillerait intensément à la réutilisation, au recyclage, à la simplification des matériaux, avec en ligne de mire la suffisance et l'efficacité. Un monde dans lequel les chercheurs en sciences des matériaux travailleraient main dans la main avec leurs collègues politistes, économistes, écologistes. On est en droit de rêver, mais bon, ils pourraient faire en sorte que les matériaux utilisés aient le plus faible impact socio-écologique et la plus forte utilité sociale de leur extraction jusqu'à leur fin de vie. Un monde où aucun de vous ne se réveillerait un matin en apprenant que votre invention est à la source d'un immense effet rebond qui nous éloigne de nos objectifs de neutralité carbone. Est-ce que ça ne serait pas un monde plus agréable, plus calme, plus serein, un monde dans lequel nous ferions moins de mal autour de nous, simplement parce que nous pourrions arrêter de courir, prendre le temps de réfléchir aux conséquences de nos actes, corriger petit à petit leurs effets indésirables jusqu'à maîtriser de bout en bout nos savoir-faire. Chaque époque a ses enjeux. Ne nous laissons pas embarquer dans un voyage sans lendemain. Il est temps aujourd'hui d'arrêter ces inventions. Étudiants, étudiantes, chercheurs et chercheuses de cette salle, plutôt de cet amphithéâtre, à l'image de Jean-Pierre Dupuis et de François Jarige, soyez technocritiques. J'espère avoir convaincu notre audience. Je vous assure que les générations futures nous remercieront. Madame l'avocate, bonne chance. Vous avez entendu mon collègue procureur. Alors certes, ce n'est peut-être pas un amiche, mais une chose est sûre, il doit être nostalgique d'une époque où le silex faisait l'unanimité. Parce qu'à l'écouter, pourquoi continuer d'inventer de nouveaux matériaux quand un caillou un peu pointu peut très bien faire l'affaire? Il parle de progrès, mais l'avenir qu'il vous propose me paraît bien morose. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'on voudrait empêcher ma cliente, la science des matériaux, d'exercer sa fonction première, celle d'inventer de nouveaux matériaux pour les générations futures. Si je résume, ce sont deux accusations qui lui sont faites. La première accusation, c'est celle d'être incertaine quant aux résultats qu'elle pourrait produire. Finalement, ce que vous lui reprochez, eh bien, c'est tout bonnement d'être une science. Vous voudriez qu'on arrête d'inventer de nouveaux matériaux par peur de ce qu'on pourrait créer? Mais enfin, on n'empêche pas les astrophysiciens d'explorer l'espace par peur de tomber sur des extraterrestres. On n'arrête pas les océanographes de cartographier les fonds marins par peur de réveiller le kraken. Enfin, on n'arrête pas les recherches en génétique de peur de créer Jurassic Park. Pardonnez-moi, je m'égare, mais vous m'avez compris. On ne peut pas demander à ma cliente qu'elle renonce à ce qui fait d'elle une science. C'est justement cette quête de connaissance de l'inconnu qui en fait toute la beauté. Moi, par exemple, au civil, je travaille sur les modèles de recristallisation des métaux. Et je ne peux pas vous dire à l'avance ce que les gens vont en faire. Est-ce que j'arrête pour autant? Non, bien évidemment que non. Au contraire même. J'espère bien que ça va être utilisé pour créer de nouveaux matériaux. La recherche au service du développement des connaissances théoriques est belle. Elle est louable. Mais la recherche au service du progrès collectif l'est tout autant. Et pour cela, chaque chercheur doit apporter sa contribution avec la confiance que ceux qui lui succéderont continueront à œuvrer dans le même sens. Car si la connaissance éclaire notre compréhension du monde, c'est son application réfléchie et responsable qui façonne l'avenir. Ainsi, je vous prie,
ne condamnez pas la recherche de nouveaux matériaux par peur. La seconde accusation faite à ma cliente, c'est celle d'être détournée à des fins mercantiles et non durables. Alors, certes, nous pourrions sans doute nous passer de titane aéronautique dans nos smartphones et de tout un tas d'autres gadgets d'ailleurs. Mais si ce procès s'était tenu ne serait-ce qu'il y a 100 ans, que serait-il advenu? Un monde sans plastique? Ça paraît presque souhaitable. Mais j'en connais 2-3 qui seraient bien perdus sans leur polaire quechua favorite, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Un monde où on a arrêté la recherche en biomatériaux. On en reparle dans 15 ans, après la pose de votre prothèse de hanche. C'est pour vous, monsieur le président. Ok. Enfin, un monde sans microélectronique. Il est certain que nos recherches auraient été bien différentes si ça avait été le cas. Je parle ici aux excités des clusters et des calculs sur CPU. Bref. En fait, ce que vous reprochez à ma cliente, c'est tout simplement de jouer le jeu de l'économie de marché. Or, ma cliente, eh bien, ce n'est pas son problème, ni de sa faute d'ailleurs, si le monde fonctionne actuellement comme il fonctionne. Elle est aussi vieille que l'humanité. Elle a accompagné toutes nos sociétés, qu'elles soient capitalistes, communistes, tribales, impériales. Ce n'est pas elle qui fixe les règles. C'est à nous de le faire. À nous de poser le cadre dans lequel nous inventerons les matériaux de demain. Ce cadre, il pourrait être plus citoyen. En impliquant le reste de la société civile pour lui fixer ses objectifs, la science des matériaux ne pourrait être qu'embellie. Textiles médicaux auto-nettoyants et auto-cicatrisants, matériaux 100% compostables, semi-conducteurs à obsolescence déprogrammée, les pistes sont nombreuses. On pourrait aussi redéfinir les critères traditionnellement associés à la performance des matériaux. Pourquoi ne pas mettre la recyclabilité et l'aspect non polluant au même niveau que l'allongement à la rupture, la conductivité ou encore la résistance à l'oxydation? On éviterait de futurs continents de plastique et on se donnerait les moyens de répondre aux défis de la transition écologique. Mesdames et messieurs les jurés, il reste tout à inventer. Alors, pour le bien-être des générations futures, continuons. Cela nous permettra non seulement de leur offrir un avenir meilleur qu'aura été notre présent, mais surtout, je l'espère, de corriger nos erreurs du passé pour ne pas qu'ils aient à le faire à notre place. Continuez de chercher. Continuons d'inventer de nouveaux matériaux. Merci de m'avoir écouté. Chers jurés, voici venu le moment de délibérer. Chers jurés, vous pouvez vous avancer. La parole est à vous. À la question « Faut-il encore inventer des matériaux ?» Vous répondez, juré numéro 1. Oui, il faut encore continuer à découvrir de nouveaux matériaux à condition de respecter l'être humain et son environnement. Je vous remercie, juré numéro 1. Juré numéro 2. Alors pour moi aussi, ça sera un oui, mais à une condition qu'on priorise le respect de l'environnement, que ce soit limite une propriété du matériau. Voilà, c'est tout. Merci, juré numéro 2. Juré numéro 3. J'aurais un avis différent de mes camarades. Donc, je suis fermement non. Donc, contre le développement de nouveaux matériaux. Premier objectif ou première remarque, c'est que si on recycle déjà tout ce qu'on a fait, c'est déjà des nouveaux matériaux. Et qu'on pourra se reposer la question de faire des nouveaux matériaux quand on aura épuré tout ce qu'on a rejeté et mis aujourd'hui en fin de vie de produits et de déchets. Et quitte à faire des choses, récupérons des composants fonctionnels avant de refaire des nouveaux matériaux. Merci, juré numéro 3. Juré numéro 4. Alors moi je dirais oui, il faut continuer d'inventer des matériaux
pour développer des nouvelles technologies, mais pas dans n'importe quelles conditions, ni pour n'importe quelles applications. Juré numéro 5. Alors, à cette question, moi, je répondrais oui, parce que je considère que la science doit continuer à avancer, mais nous pouvons continuer dans l'invention de nouveaux matériaux tout en prenant en compte l'aspect écologique que cela représente. Merci, pas d'applaudissements. Merci, cher juré. Par 4 voix contre 1, le tribunal pour les générations futures recommande, car c'est une instance non contraignante, recommande par le présent verdict de ne pas interdire à l'avenir l'invention de nouveaux matériaux. Dans la limite, et je le précise, du grand nombre d'objections, de recommandations, de précautions qui ont été aujourd'hui levées. Et sur ce, la séance est levée.